Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Comme chaque semaine, vous revivez les temps forts de l'actualité de la semaine sur la grande télévision, la Time for Africa TV. Au menu, le président de la République a nommé par décret numéro 2022-1573 du 1er septembre 2022 Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel. L'exploitation du pétrole et du gaz continue de faire débat dans la société sénégalaise. En conférence de presse à Diamniadio, le chef de l'État a mis les choses au clair. Le prochain président de la 14e législature n'est pas toujours connu. Les citoyens sénégalais ont donné leur avis sur cette question de candidature. Vous les entendrez aussi dans cette édition. Et puis le Magal de Touba, les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, revient sur l'importance du mois de Safar. La justice populaire prend de l'ampleur dans la société sénégalaise. Une situation très inquiétante pour les citoyens qui demandent à la justice de prendre les devants. Et puis les androïdes sont devenus de nos jours des choses auxquelles les populations ont du mal à se séparer. Cependant, son utilisation continue d'alimenter des débats. Pour moi, les Dakarois s'expriment dans ce journal. La consommation du chanvre indien devient de plus en plus importante dans la capitale sénégalaise. Un phénomène qui inquiète les populations. Vous entendrez leur avis dans cette édition aussi. Le paludisme continue encore de faire des victimes à Dakar. Situation très inquiétante pour les populations. C'est tout pour les titres. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Démarrons l'actualité de la semaine avec l'exploitation du pétrole et du gaz qui fait toujours débat pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Alors d'une conférence à Diamniadio, le chef de l'État Macky Sall a eu à souligner qu'il n'y a rien à casser, tout est transparent, tout est accessible à tous les compatriotes, en précisant que les conclusions du conseil d'administration sont rendues publiques en octobre 2022. Plus d'éclaircissements avec notre reporter. Le débat autour des ressources énergétiques doit être serein et informé au lieu d'être parasité par des préjugés et des jugements de valeur sans contact avec la réalité, a affirmé jeudi le chef de l'État Macky Sall, insistant sur la nécessité de mieux informer le public sur cette question. Au-delà des débats techniques entre experts, les rencontres sur le pétrole et le gaz et leur exploitation doivent servir à informer le grand public sur les enjeux, les conditions et les modalités d'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières, a-t-il dit dans son discours à l'ouverture de la deuxième conférence exhibition MSGBC Oil Gaz and Power. Ce qu'on a fait est transparent, on n'a rien à cacher et il faut que cela soit accessible à tous nos compatriotes. C'est un minimum d'exigence, a assuré le chef de l'État Macky Sall et a relevé devant les participants à la conférence que le Sénégal a atteint un score très élevé dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Selon les conclusions du conseil d'administration de la dite initiative rendue publique en octobre 2021. Au cours des 3 dernières années, le Sénégal a mis en ligne des informations toujours plus nombreuses sur le secteur de l'extraction. L'ITIE Sénégal a contribué à l'amélioration des systèmes de gestion de l'information du gouvernement et de l'essence de données inter-agences, a-t-il signalé. Selon le président Macky Sall, le secteur minier, tout comme le secteur pétrolier et gazier, dispose de registres accessibles en ligne pour le public. De même, les contrats miniers, pétroliers et gaziers sont publiés sur le site de l'ITE qui donne également un aperçu de tous les contrats et de leur statut de publication, assure-t-il. Tout est clair selon lui. On doit arrêter ce débat malsain sur la gouvernance des ressources, a-t-il
martelé. En perspective de l'ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale, les députés du Parti socialiste ont tenu un point de presse pour démentir un présumé soutien à Ahmed Aïdara pour le poste de candidature à la présidence de l'Assemblée nationale suivant CERSEC. Sur un sujet d'actualité lié à l'ouverture prochaine de la première session de la nouvelle Assemblée nationale du Sénégal, au sein de laquelle nous avons l'insigne honneur d'y représenter le peuple en tant que candidat élu de la coalition Benno Bokk Yakaar. Comme vous le savez, la perspective de cet important événement du calendrier républicain suscite ici et là des spéculations et autres conjectures sur le profil du futur président de cette nouvelle Assemblée. À ce sujet, vous conviendrez que l'expression d'ambition au sein des états-majors politiques pour occuper le prestigieux poste de président de la deuxième institution de notre pays constitue une chose tout à fait normale en démocratie. À ce sujet, nous avons eu à relever dans une publication parue ce jeudi matin à la une d'un organe de la presse des propos attribués à M. Ahmed Aïdara, soi-disant candidat de Yewwi au poste de président de l'Assemblée nationale, je le cite. Je suis certain de m'adjuger, comme le dit, la présence de l'Assemblée nationale, car j'ai la certitude qu'au moins 4 députés de Benno Bokk Yakaar voteront pour moi. Fin de citation. Il s'agit à préciser toujours M. Ahmed Aïdara, parce qu'il n'est pas encore honorable, il n'est pas encore installé, d'élu membre du Parti socialiste, avec qui j'ai discuté et qui ont juré de voter pour moi. Courtisé par la coalition Yewwi Askan Wi, Aïda Sow Diawara s'explique et réitère son engagement dans la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Elle a également clamé son appartenance au sein du camp socialiste. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour démontrer notre force au sein du Parti socialiste. Comme vous le voyez, nous sommes unis comme un seul homme pour accompagner le chef de l'État dans sa mission comme on l'a toujours fait avec feu Ousmane Tanor Dieng. Il y avait des rumeurs qui circulent comme quoi que j'ai rencontré Khalifa Ababacar Sall. Cela est archi faux. Khalifa, depuis qu'il a quitté le PS, on ne s'est pas vu. Nous sommes et nous resterons au Parti socialiste avec notre leader Aminata Mbengue Ndiaye. Serigne Modou Kara annonce une déclaration de presse importante ce lundi 5 septembre. C'est lui à Mermoz Afrique Daoussi à partir de 15h précises. Dans une note parvenue à la rédaction de Time for Africa, le GUT religieux convoque toute la presse nationale et internationale. Après plusieurs menaces de limogeage, la direction de la société d'exploitation du train express régional de Dakar est passée à l'action pour un directeur pour, dit-on, manque de soutien au DG. Patrick Trange, plus de détails avec Léna Mbaye. La crise qui se vit à la société d'exploitation du train express régional de Dakar SETER entre les travailleurs et la direction générale a atteint son paroxysme. Après menace de limogeage, la direction est passée à l'acte en limogeant le directeur juridique de la SETER, rapporte Libération. Selon, son contrat a été résilié par manque d'investissement et de solidarité active envers le directeur général. Aucun grief personnel ne lui est reproché. D'après le journal, il ne suivait pas aveuglément le directeur général Patrick Trange. Avant d'être le directeur juridique de la SETER, M. Yamar Samb était secrétaire général de l'entreprise. A rappelé que le collectif des délégués du personnel de la société d'exploitation du TR, SETER, avait arboré des brassards rouges pour exiger le départ immédiat de leur directeur général Trange. Selon les travailleurs, il semble établir à la SETER une différenciation de traitement entre les salariés sénégalais qui ne semblent mériter aucun respect à ses yeux et leurs collègues expats toujours mieux chouchoutés. En guise d'exemple, les travailleurs citent le sort d'une employée de la direction du service informatique mise à la porte après qu'on ait mis brutalement fin à son CDD de 6 mois et d'un comptable sous la menace d'un licenciement. À seulement 18 mois des présidentielles de 2024, la classe politique sénégalaise attend encore d'être
édifié sur la candidature ou non du président Macky Sall. Alors, qui sont les potentiels candidats sérieux à la succession de Macky Sall pour ses futures séances? Les précisions, autant pour moi, toujours avec Léna Mbaye. Présidentielle au Sénégal 2024 dans 18 mois cristallisait actuellement plus de tensions dans le landerneau politique. Les déclarations de candidature refusent partout. Le focus est maintenant placé sur l'élection présidentielle en 2024. D'ailleurs, certains politiciens ont pris la parole pour annoncer leur candidature. Par contre, d'autres maintiennent toujours le suspense. Pour en savoir plus sur le choix des Sénégalais qui pourraient remplacer Macky Sall à l'avenue Roume, Time for Africa est allé recueillir l'avis des citoyens par rapport à l'élection présidentielle et le choix de leur candidat. Interrogé sur ce sujet, l'analyste politique Mamadou Sy Albert estime qu'on n'a pas un indicateur précis pour déterminer le profil idéal pour le candidat sérieux de l'élection présidentielle, soulignant par ailleurs que le leader de Rewmi peut bel et bien être un dauphin du président Macky Sall dans le mouvement présidentiel. Toujours selon lui, l'opposition incarnée par Ousmane Sonko a fait ses preuves à la présidentielle de 2019, au dernier local et les élections législatives. Même si l'analyste politique reconnaît que Khalifa Sall et Karim Wade sont partis pour être des candidats potentiels malgré leur dossier devant la justice. Les partisans d'Amidia sont sortis à manifester leur colère suite à l'arrestation de la coordonnatrice adjointe de PASTEF Sam Notaire, a rappelé que c'est dans le cadre de l'affaire intitulée Force spéciale qu'Amidia est poursuivi, suivant la réaction de quelques manifestants. Notre marche d'aujourd'hui, nous le faisons parce que nous avons arrêté notre sœur patriote Amidia, une situation que nous déplorons et nous pensons que c'est arbitraire. Nous l'avons arrêtée, c'est parce qu'elles savent que c'est une militante engagée dans la politique et on ne connaît sur elle que du bien. Elle est très pieuse. Dañuy marche pour l'injustice, dañuy marche pour un état de droit, dañuy marche contre la manipulation, dañuy marche contre ce régime. Nous marchons pour combattre l'injustice, nous marchons aussi pour dénoncer le système pourri, nous marchons aussi pour dénoncer la manipulation que l'on voit tous les jours dans la scène politique, nous marchons aussi pour un président incompétent qui ne peut pas gouverner ce pays de manière normale en respectant la démocratie. Aujourd'hui, nous avons initié cette marche pour apporter notre soutien à notre militante très engagée de PASTEF, Amidia. Notre sœur, le gouvernement l'accuse sans fondement en disant qu'elle appartient à une force spéciale. C'est très grave quand on accuse quelqu'un qui est en état de déstabiliser la sûreté, la sécurité de ce pays ou pas. Mais c'est ça qu'on marche aujourd'hui. Le référendum de mars 2016 autorise le président Macky Sall à se présenter pour un troisième mandat, déclare Mame Mbaye Niang, chef de cabinet du président de la République, dans l'émission de dimanche à la RFM. Grand jury face à de tels propos. L'analyste politique Mamadou Sy Albert estime que sur le plan juridique, il faut arrêter de jouer avec la Constitution en précisant que la Constitution n'est pas faite pour un président imaginaire, mais plutôt pour un président en exercice. Je vous propose tant pour moi de suivre Mamadou Sy Albert. Le troisième mandat est un débat. Bon, il y a lieu de constater qu'il y a une controverse. Certains ont une lecture de la Constitution pour dire que le président a droit à un troisième mandat, dans le sens compris pour dire que le président est en train de faire un premier mandat et qu'il a droit à un deuxième mandat si on se base sur la Constitution. Bon, d'autres disent le contraire. Je crois que sur le plan en tout cas juridique, il faut arrêter de jouer avec la Constitution. La Constitution dit que nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs.
nul. Personne ne peut faire 2 mandats consécutifs. Macky Sall, il est dans son 2e mandat. Maintenant, si on veut faire croire aux gens que la Constitution ne s'applique pas au président en exercice, ça veut dire qu'on foule au pied la Constitution. Une Constitution, elle n'est pas faite pour un président imaginaire. La Constitution, elle est faite pour le président en exercice. Ce n'est pas celui qui va venir après celui qui est en exercice. La Constitution, elle s'applique dans un pays, dans un contexte. Les Sénégalais ont voté. Et en plus, maintenant, malheureusement, l'expérience d'Abdoulaye Wade ne sert absolument à rien. Les Sénégalais se sont battus en 2012 contre le 3e mandat de Macky Sall. C'est cette bataille politique qui a entraîné la Constitution actuelle. Donc vraiment, il ne faut pas s'amuser avec la Constitution. Maintenant, sur le plan politique, on sera la risée. On sera la risée de tous les hommes de droit. Comment une Constitution peut être interprétée suivant l'humeur, la volonté d'un homme ou d'un parti. On sera la risée. Ça n'existe nulle part dans le droit international. Un droit international, c'est un droit international. On ne peut pas l'interpréter suivant qu'on est africain, asiatique, chinois ou américain. Bon, si nous, on est dans un jeu enfantin, on joue avec nos constitutions, on joue avec nos institutions, il ne faut pas s'étonner que les Sénégalais ne respectent pas les institutions et les hommes qui les incarnent. C'est ça le débat politique. On a mis à terre nos institutions et notre constitution et nos lois. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. C'est eux qui ne respectent pas la souveraineté du peuple. Et quand le gouvernement ne respecte pas la souveraineté du peuple, le peuple, il a le droit. Il a le droit, des fois même l'obligation morale, de faire valoir sa souveraineté politique. On est dans ça. Maintenant, ce qui va se passer, je ne sais pas. Les Sénégalais vont se déterminer le jour où le président en exercice déclarera sa candidature au Conseil constitutionnel. Évidemment, c'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Mais la souveraineté appartient au peuple. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre sur le plan politique. Ce qui va venir, met le Sénégal encore dans une zone d'incertitude et d'instabilité. Le président Macky Sall a pris part au 8e sommet Japon-Afrique qui s'est tenu le week-end dernier à Tunis. En marge de cette conférence, le chef de l'État a rencontré la communauté sénégalaise vivant dans ce pays. D'après Libération, le président a accédé à une importante doléance des étudiants sénégalais établis en terre tunisienne. Il a accepté en effet de rapatrier 10 d'entre eux qui sont en situation difficile. Les leaders de l'intercoalition Yewwi Wallu étaient en conclave cette semaine pour harmoniser leur position sur le choix du candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Sur la pression de certains leaders, les chefs des différents partis et mouvements se sont accordés de se retrouver jeudi afin de rendre public le nom du candidat retenu. Ce 31 août s'est tenu dans les locaux de la mairie de Notto Diobass la cérémonie de remise de la subvention annuelle accordée par le premier magistrat aux étudiants de la commune. Le maire Alioune Sarr a armé les étudiants d'un chèque de plus de 3 millions de francs CFA, suivant le porte-parole des étudiants. Nous sommes venus ici aujourd'hui recevoir cette subvention qui avait été promise par le maire. Nous le disons merci et nous l'invitons à continuer dans ce sens pour améliorer les conditions des étudiants. Nous lui tendons les mains et prions pour lui. Si vous allez dans beaucoup d'universités, vous trouverez la codification des bourses très compliquée. Les bourses retardent énormément parce que parfois ça peut faire 5 mois de retard. Vous n'êtes pas en possession de votre bourse. Tout ça, ça complique les choses pour l'étudiant en situation difficile.
Donc, quelle que soit la somme d'argent perçue par l'étudiant, ça peut l'aider dans beaucoup de choses. C'est donc très important ce genre d'attention faite aux étudiants. Le prochain président de l'Assemblée nationale reste jusque-là inconnu. D'où va-t-il sortir? De l'opposition ou du pouvoir? De toute façon, les citoyens sénégalais se prononcent sur la question en choisissant leur propre candidat dans ce micro-trottoir réalisé par Penda Matardia. Présidentielle au Sénégal 2024 dans 18 mois, cristallisé actuellement plus de tensions dans le landerneau politique. Les déclarations de candidature refusent partout. Le focus est maintenant placé sur l'élection présidentielle en 2024. D'ailleurs, certains politiciens ont pris la parole pour annoncer leur candidature. Par contre, d'autres maintiennent toujours le suspense. Pour en savoir plus sur le choix des Sénégalais qui pourraient remplacer Macky Sall à l'avenue Roume, Time for Africa est allé recueillir l'avis des citoyens par rapport à l'élection présidentielle et le choix de leur candidat. Interrogé sur ce sujet, l'analyste politique Mamadou Sy Albert estime qu'on n'a pas un indicateur précis pour déterminer le profil idéal pour le candidat sérieux de l'élection présidentielle, soulignant par ailleurs que le leader de Rewmi peut bel et bien être un dauphin du président Macky Sall dans le mouvement présidentiel. Toujours selon lui, l'opposition incarnée par Ousmane Sonko a fait ses preuves à la présidentielle de 2019, au dernier local et les élections législatives. Même si l'analyste politique reconnaît que Khalifa Sall et Karim Wade sont partis pour être des candidats potentiels malgré leur dossier devant la justice. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diattara, qui avait réussi à faire la médiation entre la société Expresso et ses travailleurs, a tenu à faire une discussion entre eux et à apporter des précisions sur le rôle de son ministère dans le secteur des télécoms, suivant le ministre Yankoba Diattara. Pour Expresso, Expresso, opérateur de téléphonie. Nous voulons dire que c'est une Expresso opérateur téléphonique qui a une délégation de service public de l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal qui lui a donné une licence téléphonique. Maintenant, s'il y a des difficultés avec ses employeurs, notre devoir sera un devoir d'encadrement et d'accompagnement comme on le fait avec les autres acteurs écosystèmes. C'est pour cela quand ils sont venus nous rendre visite, on a écouté les travailleurs mais également recevoir la direction générale et leur dire au niveau du gouvernement sénégal, notre priorité c'est la création et la sécurisation des emplois. Gabriel Kane, activiste très connu, se retrouve encore une fois au centre de l'actualité suite à sa plainte à la société Afrique Capital. Charles la cause, une privation de son salaire depuis octobre 2021. Les détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Gabriel Kane est peut-être parti pour se retrouver une nouvelle fois au centre de l'actualité. Après l'épisode récent de sa polémique avec le ministre de la Femme au sujet de la prise en charge de Adji Sarr, l'activiste se signale sur un autre terrain. Elle est en contentieux avec son employeur, la société Afrique Capital Charles, dont elle se réclame en qualité de directrice de la communication et marketing. Gabriel Kane a engagé 2 procédures. Une devant le tribunal des référés pour 6 mois de salaire que lui devrait son employeur et une autre devant le tribunal du travail pour licenciement abusif. D'après l'Observateur qui donne l'information dans son édition de ce jeudi, le premier contentieux sera jugé le 6 septembre et le second 2 jours plus tard. Dans sa requête, Gabriel Kane déclare qu'il est employé d'Afrique Capital Charles depuis 2020, qu'elle est privée de salaire depuis octobre 2021. Le 21 avril dernier, poursuit la plaignante, le directeur général d'Afrique Capital Charles, Marc Aldorozo, l'a convoqué et informé de la fin de leur collaboration, lui reprochant son rôle d'activiste avant de lui proposer une rupture à l'amiable. D'après l'Observateur, qui donne l'information dans son édition de ce jeudi, le premier contentieux sera jugé le 6 septembre et le second 2 jours plus tard. Dans sa requête, Gabriel Kane déclare qu'il est employé d'Afrique Capital Charles depuis 2020, qu'elle est privée de salaire depuis octobre 2021. Le 21 avril dernier, poursuit la plaignante, le directeur général d'Afrique Capital Charles, Marc Aldorozo, l'a convoqué et informé de la fin de leur collaboration, lui reprochant son rôle d'activiste avant de lui proposer une rupture à l'amiable.
Gabrielle Kane affirme que Marc Aldorozo n'a pas respecté ses engagements. Elle estime son licenciement abusif, précisant que l'accès aux locaux de l'entreprise lui a été refusé. Son matériel de travail a été retiré et un nouveau directeur de la communication et marketing a été désigné. Elle ajoute que ces faits ont été constatés par huissier le 26 juin dernier. L'observateur rapporte que Gabrielle Kane a en outre envoyé un courrier à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, pour qu'Africa Capital Charles délivre de faux billets de salaire. Société à l'intersyndicale des travailleurs de la CNO entame cette semaine la deuxième phase de son plan d'action, en effet, faisant suite à l'échec des négociations et des mesures de représailles répétitives et abusives de la direction générale intersyndicale décrète 48 heures de grève ce mardi 30 et mercredi 31 dans tout le périmètre affairé. Elle a organisé également une marche nationale ce vendredi 2 septembre à 15h avec la participation de toutes les forces vives. Un vaste réseau de faux certificats de mise à la consommation a été démantelé à Koungheul par la police. La mafia s'activait depuis des années dans la confection et la vente de certificats de mise à la consommation destinés aux motos. Deux membres du réseau ont été arrêtés et placés en garde à vue. Une ambulance interceptée avec 125 kg de chanvre indien à Kalifourou. Le chauffeur de l'ambulance qui a été arrêté par la gendarmerie a affirmé avoir pris la drogue à Madina Wandifa dans le département de Bunkulung, région de Sédhiou. Les faits se sont déroulés vers 5 h du matin. Ainsi, donc, l'ambulance était en provenance de Dakar et s'est chargée de drogue pour Sédhiou. Dans notre société, la justice populaire prend de l'ampleur. Certains citoyens estiment que cela est causé par le manque de travail, tandis que d'autres estiment que c'est la paresse chez les populations et demandent à ce que la justice prenne des mesures. Reportage Pendegui Matardiara. On a constaté de nos jours que beaucoup de voleurs se font tuer. Les gens se font justice soi-même. Peut-être c'est dans cette optique que Diarra Ngom me dit que les Sénégalaises ne doivent pas faire justice soi-même. Faire justice soi-même, parce que c'est le travail de la police. Mais aussi c'est dur quand on voit des personnes qui volent les biens d'autrui. Si les gens réagissent ainsi, c'est parce qu'ils en ont assez. D'autre côté, c'est très sensible, nous révèle Al-Sansi, en y ajoutant qu'il faut d'abord reconnaître les causes du vol. De ce côté, c'est très sensible car les voleurs sont nombreux au Sénégal. Mais aussi, avant de réagir, il faut chercher les causes et aussi, quand on attrape un voleur, il faut le livrer à la police afin que ce dernier fasse son travail. Mustapha également dans cette lancée dit qu'on doit laisser la police faire son travail. Pour moi, quand on attrape un voleur, il faut interpeller la police pour qu'il fasse son travail. C'est mieux comme ça. Les voleurs sont nombreux. Certes, il y a diverses causes. Certains n'ont pas du boulot. D'autres sont paresseux. Du coup, les Sénégalais demandent à l'État de créer des emplois afin d'assister les jeunes pour réduire le taux de chômage. L'ancien DG de la SNHLM, Mamadou Kassé, cité dans une affaire de détournement estimée à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA et dans le sale drap, les syndicalistes de la boîte avaient déposé en mars dernier une plainte sur la table du doyen des juges pour association de malfaiteurs et détournement des deniers publics. Le parquet de Dakar a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre Kassé. Les téléphones Android sont devenus de nos jours aussi des appareils qui sont difficiles à se séparer avec les populations. Ces Android ont une importance capitale dans notre quotidien. Cependant, l'utilisation peut parfois poser problème. Reportage Léna Mbaye. De nos jours, les téléphones Android sont des appareils dont on ne peut se passer. Il y en a qui ne peuvent pas faire une journée sans téléphone, à l'image de ce monsieur qui n'imagine pas rester une journée sans téléphone. C'est si simple que ça, le monde actuel là, avec le téléphone, on peut faire tout.
Et on peut se renseigner sur le téléphone, on peut regarder des trucs quoi. Même moi je ne peux pas laisser le téléphone même 2 jours. Cet autre monsieur pense qu'il ne faut pas utiliser les téléphones n'importe comment, mais dit quand même que le téléphone portable est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, le téléphone maintenant est devenu un outil nécessaire, important dans la vie de la personne. Beaucoup de gens utilisent le téléphone pour des raisons diverses. Donc ça peut avoir des causes des fois négatives comme ça peut avoir aussi des causes positives. Mais l'essentiel en est qu'on sait ce qui est important sur le téléphone Android. Alors dans ce cas, on l'utilise pour nos besoins personnels et pour d'autres aussi raisons diverses. Voilà. Maintenant, l'essentiel en est qu'il ne faut pas abuser de l'Android, du téléphone, utiliser d'autres moyens qui sont néfastes à la société. C'est ça l'important. Les téléphones portables sont importants pour certains travaux, mais il faut faire attention à l'utilisation. Au moins d'1 mois de la célébration du 20e anniversaire du naufrage du bateau de Joola, l'Association nationale des familles des victimes monte au créneau à travers son président par intérim, Serna Keita. Ces derniers réclament la coquette somme de 6,9 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. C'est le reste des 20 milliards qui avaient été débloqués pour indemniser les victimes. À Rufisque, plus de 40 maisons sont encore sous les eaux. Les populations désemparées appellent les autorités à prendre des mesures immédiates pour leur sortir de cette inondation. C'est le cas du collectif des 26 quartiers de Kounoune, suivant leurs représentants. Une population désemparée. Aujourd'hui, l'urgence c'est d'évacuer l'eau pour que ces populations puissent vivre dans la quiétude. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Si je prends l'exemple de M. Alun Diop, dont sa maison est là derrière nous, il faut au moins faire 10 à 15 mètres dans l'eau, à peu près une hauteur de 1 mètre pour accéder chez lui. Alors nous faisons appel aux autorités. Il ne faut pas attendre au dernier moment pour venir nous raconter quoi que ce soit. Les populations sont désemparées. Il faut que les autorités viennent d'urgence. Ça, ce n'est pas de la politique. La politique ne nous intéresse pas. C'est tout simplement les populations sont désemparées parce que les maisons sont inondées. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas 2 maisons. Il y a la cité Sapko, il y a aussi la cité Sir 2. Et toutes ces cités, leurs maisons sont inondées. Ce n'était pas vraiment... On n'a jamais vécu cette situation. C'est cette année c'est la première fois qu'on a vécu cette situation. C'est la première fois qu'on vit cette situation. Il y a un terrain qui est là derrière nous, qui constitue un bassin. Normalement, toutes les eaux de pluie devaient couler ou bien ruisseler vers ce marigot. Alors, il y a un promoteur qui a mis du gravat, alors, et qui s'est mis à faire un terrassement pour vendre ultérieurement les parcelles. Et là, on lance un appel à l'État que ces parcelles qui est derrière, qui servait de marigot pour recueillir les eaux de ruissellement là, que cette partie ne soit pas vendue. C'est un marigot, c'est un marigot. Il ne faut pas qu'après demain les gens viennent habiter dans les marigots pour crier encore. Bon, rien que nous, ça suffit. Ça suffit. Et nous disons à l'État, il faut assainir avant que les gens n'habitent. Ce 31 août a aussi marqué la journée internationale des personnes disparues en Afrique. Plus de 25 000 mineurs restent introuvables, ce qui est déplorable. Selon le SIC, l'organisation souligne l'incohérence des chiffres par rapport à la réalité, les détails ou bien les précisions avec Oumou Kalsoum Diallo. Plus de 25 000 mineurs sont toujours portés disparus dans toute l'Afrique, selon les derniers chiffres communiqués par le Comité international de la Croix-Rouge. Sur les 64 000 cas de personnes disparues recensés par la CICR sur le continent, 40% sont des enfants. L'Afrique compte actuellement plus de 35 conflits
conflit armé actif. Chaque année, des milliers de personnes, y compris des enfants, traversent les frontières, le désert du Sahara et la mer Méditerranée, en quête d'un lien ou d'une vie meilleure. De tels mouvements comportent d'énormes risques, y compris celui de disparition. Les cas documentés de personnes disparues ne cessent d'augmenter. Cependant, pour le CICR, les chiffres sont encore bien plus élevés. Le directeur régional du CICR pour Afrique, Patrick Youssef, renseigne que malheureusement, les 25 000 cas recensés ne reflètent pas toute l'ampleur de ce problème humanitaire, à la fois tragique et souvent négligé. Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup plus d'enfants dont on n'a aucune nouvelle, dit-il. Durant leur déplacement, les enfants sont confrontés à un certain nombre de risques, tels que l'exploitation, la violence, la détresse psychologique ou encore la disparition. Beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes sans nouvelles de leur famille. Le CICR compte plus de 5200 cas documentés d'enfants non accompagnés en Afrique. Amina, dont les parents ont été tués lors d'une attaque de leur village au Mali, a réussi à fuir au Niger voisin avec son petit frère. Après 4 années de séparation, le CICR a réussi à localiser sa tante afin de promouvoir une approche cohérente et efficace parmi les États africains, permettant de prévenir les disparitions et de mieux informer les familles sur le sort des personnes disparues. Le CICR et l'Union africaine organisent une réunion de haut niveau consacrée aux migrants disparus qui se tiendra à Addis Abeba le 30 août. Du nouveau dans l'affaire de la mort de François Mancabou, un des membres présumés de la supposée force spéciale. D'après les informations du quotidien Les Échos, l'enquête n'a épinglé personne. Ensuite, le dernier mot revient au procureur de la République. Il convient de signaler autant pour moi que l'autopsie réalisée par des experts a conclu une mort par fracture du rachis cervical qui a entraîné par ailleurs des complications neurologiques. C'est l'émoi et la consternation à Xinjiang Manga, dans ce village de la commune de Tchéti, département de Kolda. Des enfants bergers ont découvert dans la brousse un corps sans vie. Ce cadavre d'un homme était en état de putréfaction très avancé. Il a été impossible d'identifier la victime selon notre informateur. Dans la désolation, les populations continuent de s'informer pour en savoir plus sur cette victime. La date d'éligibilité de la carte nationale de presse est reportée. Dans un communiqué, le président de la CCNP informe du report de la date d'éligibilité de la carte nationale de presse au 1er décembre 2022. Toutefois, la commission a reçu depuis la fixation de cette échéance un grand nombre de demandes de délivrance de la carte de presse, dont la plupart concernent des postulants devant passer en validation des acquis de leur expérience. Le Magal de Touba, le khalife général des Mourites, Serigne Mountakha Mbacké, a conseillé aux fidèles le récital du Saint-Coran pour accueillir les talibés et préparer l'événement. Le guide religieux a demandé aux disciples de faire des bernels aux pèlerins durant le grand Magal de Khadimoul Mustafa. De plus, le khalife a insisté sur le comportement que doivent avoir ceux qui vivent dans la cité religieuse avant de formuler des prières à l'endroit du pays. Toujours dans le Magal de Touba, c'est désormais officiel, le Magal de Touba 2022 sera célébré le jeudi 15 septembre prochain. En effet, la lune est apparue dimanche 28 août 2022. Par conséquent, le mois de Safar débute ce lundi. Pour rappel, le Magal de Touba commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul, en 1895. Place à l'actualité internationale. Le 1er septembre au Burkina Faso, c'était la journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. En Russie, Vladimir Poutine n'assistera pas aux obsèques autant pour moi de Mikhaïl Gorbatchev. Le Conseil de l'Europe dénonce les conditions de vie dans les prisons grecques. L'actualité internationale avec Mariam Faye. Nous démarrons l'actualité internationale avec la Burkina Faso. Les familles de victimes du terrorisme interpellent le chef de l'État. Il commémorait ce jeudi 1er septembre en différé la journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. Depuis 2015, le pays subit le diktat des groupes armés qui occupent au moins 40% du territoire selon RFI. Les familles de victimes en ont profité
profité pour essayer d'attirer l'attention du président Paul-Henri Sadaogo Damiba sur les mesures de prise en charge médicale et financière des blessés et des familles de victimes du terrorisme. Et puis le Kremlin a confirmé que Vladimir Poutine ne se rendra pas aux obsèques de Mikhail Gorbatchev prévues demain le 3 septembre prochain. Le dernier dirigeant de l'URSS est décédé cette semaine à l'âge de 91 ans à Moscou. Et la porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué qu'un problème d'emploi du temps empêcherait le président russe d'y assister ce jour-là. Et pour terminer, le Conseil de l'Europe dénonce dans un rapport publié ce vendredi la surpopulation dans les prisons grecques et les conditions de vie qui sont un affront à la dignité humaine. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements dégradants du Conseil de l'Europe fait suite à 2 semaines de visite fin 2021 dans 5 prisons. À Korydallos, la plus grande près d'Anen, Nigrita et les établissements des îles de Kos, Chios et Corfou. L'actualité sportive, le champion d'Afrique sénégalais Bamba Dieng va finalement rester à l'Olympique de Marseille. L'autre Sénégalais Abdou Diallo retourne en Allemagne, mais cette fois-ci avec le RB Leipzig. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang retrouve Londres avec Chelsea. Et pour Gana Gueye qui file finalement à Everton. L'actualité sportive avec Penda Gueye. Nous démarrons l'actualité sportive avec le Mercato. Coup de tonnerre, Bamba Dieng reste finalement à l'OM après un souci lors de sa visite médicale à Nice. C'est une sage qui n'a fini de nous surprendre. RMC Sport est en mesure de confirmer l'information de Nice ce matin, selon laquelle un problème a été détecté lors de la visite médicale de Bamba Dieng à l'OGC Nice. L'attaquant sénégalais reste donc à l'OM pour le moment. Le club marseillais ne veut pas tirer de conclusion et attend de plus amples informations. On continue avec Abdou Diallo. File en prête au RB Leipzig. Le défenseur sénégalais Abdou Diallo, vainqueur de la dernière CAN aux côtés de Sadio Mané, quitte le PSG pour s'engager au RB Leipzig. Le double vainqueur du championnat de France et de la Coupe de France avec le PSG l'a lui-même annoncé son compte Twitter. Quelques minutes plus tôt, le joueur avait déjà adressé un message plein de classe au club de la capitale. On termine avec Mercato toujours au bas à Chelsea. Gana quitte Paris. La dernière journée du marché de transfert européen s'est avéré pour les stars du continent. Le Gabonais Aubameyang est le champion d'Afrique. Gana Gueye retrouve la première ligue. Pierre-Emerick Aubameyang ne sera resté que 6 mois au FC Barcelone. La star gabonaise quitte l'Espagne et retrouve la première ligue. L'ancien Guinéen a trouvé un accord jeudi avec le club de Chelsea où il retrouvera son ancien entraîneur à Dortmund, Thomas Tuchel. C'est la page sportive qui met fin à l'actualité de la semaine sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.